Preuve par trois accueille Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français et sénateur de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Votre opposition à la ligne Hollande-Valls se renforce chaque jour et surtout à l'heure du débat sur le budget rectificatif pour financer le pacte de responsabilité. Mais vous nous direz tout à l'heure si vous approuvez au moins la volonté du chef de l'État de réorienter l'Europe, ce que vous demandez depuis des mois maintenant. Avec moi, Pierre Glachand de l'agence France Presse, notre partenaire, comme chaque semaine, avec Dailymotion et bien sûr Perrine Tarnot de Public Sénat. D'abord, Pierre Laurent, ce que certains appellent le retour du volontarisme économique ou politique, avec notamment le dossier Alstom, et Arnaud Montebourg, un volontarisme qui pousse aujourd'hui donc l'État à devenir actionnaire, Alstom, PSA, Ecomove, peut-être demain. Est-ce que, en partageant le pouvoir, bien sûr, avec les actionnaires, est-ce que vous partagez cette vision? Est-ce que vous l'approuvez? Enfin, pour le moment, c'est un volontarisme très timide quand même, parce que on a plutôt, ce qui domine plutôt, c'est le laisser-aller et le fait que la politique économique semble être dictée par le MEDEF au plan national et par les pressions des groupes financiers autour de nous. Dans l'affaire Alstom, il a fallu que le gouvernement se rende à l'évidence. Il s'agit d'un secteur stratégique. Le risque était réel d'une perte totale de souveraineté sur une filière stratégique. Donc l'État a mis un pied dans la porte, mais il a en même temps... En faisant alliance avec General Electric. Oui, mais il a en même temps donné un peu les clés de la maison à General Electric, qui va dominer le groupe. Et il y a deux questions qui se posent maintenant. Est-ce que l'État va jouer un rôle actif, va lui-même définir des objectifs de politique industrielle, va essayer pas seulement de subir la situation et d'accompagner la stratégie de General Electric, mais va jouer un rôle réellement actif dans le groupe? Ça, on ne le sait pas à l'heure qu'il est, parce que le gouvernement n'a défini aucun objectif de politique industrielle clair. Il y a un deuxième aspect du dossier qui mérite d'être éclairé, c'est l'accord avec Bouygues. Parce que quand même, on découvre quand même qu'à l'origine de ce basculement d'actionnariat, il y a la décision de Bouygues d'essayer de faire une bonne affaire en revendant à bon prix ces actions qui lui avaient été cédées par l'État, je le rappelle, pour justement jouer un rôle de maintien du groupe industriel. Or là, maintenant, il semble que Bouygues fasse un peu les marchands de tapis pour essayer de faire une bonne opération financière. Il ne veut pas perdre d'argent, ça c'est sûr, et c'est légitime de sa part. Ça serait la moindre des choses qu'il n'en gagne pas, parce que il a empoché, Bouygues, depuis qu'il est rentré dans le capital, plus d'1 milliard d'euros de dividendes tirés de sa participation dans le groupe Alstom, sans jouer véritablement un rôle, sans définir véritablement d'ambition industrielle. Maintenant, il veut faire d'autres opérations financières, donc il vend ses actions et il essaye de les vendre au plus cher à l'État. J'espère que l'État va résister à cette pression. Vous nous dites en quelque sorte que Bouygues s'est déjà payé un petit peu sur Alstom. Il s'est largement payé et il essaye d'en remettre une couche en sortant du groupe. En essayant de faire une bonne opération financière. Donc il faudra y regarder de près et être vigilant sur les conditions réelles de l'accord avec Bouygues qu'on ne connaît pas à cette heure. Vous estimez que, par exemple, mettre 2 milliards d'euros, comme on l'évoque, de la part de l'État, ce serait trop cher payé de toute façon? Non, mais ça n'est pas la question. Quand on a affaire à un groupe de cette importance, je pense que l'État mettre de l'argent sur la table me paraît normal. Il faut bien il n'y a pas d'expropriation, d'appropriation collective. On parle, le cours de l'action, je crois, est à 28 euros. Bouygues voudrait en tirer 35 euros. On ne voit pas très bien pourquoi il aurait cette prime à la sortie. C'est la règle dans ce genre de cession. Oui, d'accord, mais c'est lui qui a décidé de sortir du groupe. Il a pris cette décision alors qu'il était chargé d'être soi-disant l'actionnaire de référence assurant la stabilité du groupe. On va regarder donc effectivement ces deux points, Pierre Laurent, mais d'ores et déjà, Arnaud Montebourg se félicite car il dit que donc, les emplois comme les centres de décision vont continuer à se développer en France. Est-ce qu'il a bien agi? Oui, mais là, on verra si ça se fait vraiment, parce que il y a des paroles qui sont prononcées, il y a des engagements qui sont pris. Je dis, il faudra être vigilant sur ces questions. Moi, la parole donnée par expérience dans la dernière période ne me suffit pas. Donc, vigilance, et je crois qu'il faudra accompagner les salariés et les syndicats dans cette vigilance. Alors, il y a une conjonction des mécontentements de toute nature en ce moment. Après la SNCF, c'est la SNCM, il y a les contrôleurs aériens, il y a les intermittents du spectacle. Est-ce que ce sont des mécontents ou des jusqu'au-boutistes ?
Non, ce sont des mécontents, sûrement pas des jusque-boutistes, ce sont des mécontents et surtout des gens qui mettent sur la table des propositions. Parce qu'on oublie de dire que dans tous les cas que vous venez de citer, à chaque fois, ce sont des gens qui en arrivent à user de la grève parce qu'ils ne sont pas entendus sur des propositions qui rendraient pérenne leur situation ou la situation de leur entreprise. Dans le cas de la SNCM, par exemple, dans le cas, il y a des engagements qui ont été pris sur un plan de développement de l'entreprise et ces engagements ne sont pas respectés. Donc les salariés sont obligés d'en venir à l'action pour faire respecter la parole donnée. Dans le cas des cheminots, on affichait des objectifs qui étaient on va avoir une loi ferroviaire qui va reconstruire l'unité de l'entreprise et puis on s'aperçoit que l'unité souhaitée n'est pas vraiment totalement au rendez-vous de la loi. Non, mais là, la parole est revenue au Parlement. Oui, la parole est au Parlement. Le débat va continuer d'ailleurs au Sénat. La loi ferroviaire va venir le 8 juillet et nous allons continuer pour notre part à porter des amendements pour conforter l'unicité de l'entreprise qui n'est pas garantie par la loi qui, je le répète, contrairement à ce qu'on n'explique pas assez ça, qui crée 3 établissements publics distincts. Bon, c'est vrai, rassemblés, mais avec un statut qui ne change pas pour les cheminots. Mais qui fait courir un risque progressif de partition de l'entreprise avec la mise en concurrence et l'entrée dans la privatisation. Vous rencontrez tous les acteurs de ces mouvements sociaux en ce moment, Pierre Laurent. Tout à l'heure, je suis pas mal présent sur le terrain. Tout à l'heure, les intermittents. Vous allez voir également la CGT pour souffler sur les braises. Pas du tout. J'ai rencontré les intermittents tout à l'heure pour faire le point avec eux du dossier parce que nous sommes dans une situation très paradoxale. Le gouvernement annonce à la fois qu'il va réouvrir la discussion, une table ronde, et il commence par agréer un accord alors que cette discussion est faite pour changer cet accord. Bon, la logique aurait voulu qu'on fasse différemment, qu'on fasse la négociation, et puis ensuite... Mais la négociation, elle a lieu entre les syndicats. On parle d'un accord social, paritaire. Elle va avoir lieu. Elle fait rentrer dans la discussion, ce qui est une très bonne chose, les représentants des intermittents qui en avaient été exclus au moment de la négociation de l'accord avec le MEDEF le 22 mars dernier, et elle fait rentrer à la table des négociations l'État. Donc nous félicitons de ça, mais maintenant il va falloir porter des propositions précises. Alors le ministre du Travail, François Rebsamen, appelle lui les intermittents à la raison. Il leur demande de venir justement à la table de négociation pour remettre à plat tout le système. Est-ce que vous faites la même démarche? Vous appelez pas les intermittents à la raison? Ils vont venir à la table des discussions. Ils demandent, ça fait 10 ans qu'ils demandent cette discussion. Donc ils ne vont pas pratiquer la politique de la chaise vide. Ils vont probablement maintenir par des actions qui leur appartiennent la pression parce que cette discussion va durer 6 mois. Et donc il faut que pendant cette discussion, vous comprenez bien qu'ils sont quand même vigilants parce qu'on leur promet une discussion qui va durer 6 mois, mais on commence par agréer un accord qui dit le contraire. Donc ils sont quand même interrogatifs sur la sincérité de cette discussion. Donc ils vont maintenir la pression et nous allons les y aider parce que, je le répète, les problèmes que posent les intermittents, là aussi ils avancent des propositions qui rendraient le système pérenne, juste. Le problème qu'ils posent, c'est le milliard d'euros de déficit. Non mais vous savez très bien que ce chiffre est faux. Et ça a été démontré dans les discussions, y compris les discussions au Sénat. Tout le monde le reconnaît maintenant. Il n'y a absolument pas 1 milliard de déficit. Les intermittents ont fait la démonstration. Ils sont 3,4% des allocataires et ils touchent 3,4% des indemnités. Donc ils ne sont pas producteurs de déficit. Tout le monde n'a pas les mêmes chiffres. Là, vous en citez non, mais ça, c'est des chiffres. Il suffit de regarder les chiffres officiels et de les vérifier. Ceux de la Cour des comptes, évidemment, ne sont pas ceux-là. Ah non, mais la Cour des comptes. Monsieur Migaud, c'est devenu le grand prêtre de l'austérité. Lui... c'est le degré zéro de la politique économique, Didier Migaud. Oui, le degré zéro de la pensée économique. C'est-à-dire, on va tout ratiboiser, on va tout réduire. La dépense publique est par définition une catastrophe pour le pays. Les salaires de la fonction publique, il faut les réduire. Et les conséquences de ça sur le pays, ça ne semble pas l'intéresser. Et quand Valérie Rabault, la rapporteure... Il s'inquiète de la dette, des déficits. Oui, mais quand Valérie Rabault, la rapporteure du budget à l'Assemblée nationale,
sort une note de Bercy qui dit mais si on met en œuvre cette politique violente d'austérité, ça va produire non pas une réduction mais une augmentation du chômage, tout le monde dit oh là là, ces chiffres sont suspects. Alors qu'on m'explique par quel miracle les chiffres de Didier Migaud sont absolument sacrés, il ne faudrait pas les discuter, tandis que ceux cités par Valérie Rabault n'ont aucune validité. En vérité, vous savez, les chiffres, moi j'ai une maîtrise de sciences économiques, donc j'ai travaillé sur ces questions-là. On peut leur faire dire parfois ce qu'on veut aux voilà, chiffres, hein. donc ça fait partie du débat politique et il faut de l'expertise contradictoire. Oui. Donc le côté Didier Migaud a parlé, tout le monde doit se ranger à la pensée de Didier Migaud, bah, ça ne fait pas partie de ma culture. Donc il y a un débat à avoir sur les stratégies économiques. Et pour le moment, sur Didier Migaud. À votre place, il y avait Jean-Claude Mailly de FO la semaine dernière. Et il a dit que Didier Migaud, c'était la nouvelle Margaret Thatcher. Oui, mais c'est vrai. C'est le dernier rapport publié par la Cour des comptes, il faut le lire de près, est invraisemblable. C'est vraiment, il faudrait tout, je le répète, il faudrait tout sacrifier dans la dépense publique et tout irait mieux. Mais qui peut penser une chose pareille dans un pays où l'investissement public, un pays comme le nôtre, où l'investissement public a toujours joué un rôle structurant pour développer le pays. Par exemple, qu'on nous explique comment on va faire la transition écologique et la transition énergétique sans mettre de l'argent sur la table pour l'investissement public. En tous les cas, c'est ce que propose François Hollande dans le cadre européen. On va en parler dans un instant, mais j'ai quand même encore une question sur une taxe qui ne s'appelle plus l'écotaxe, mais le fameux péage qui va prendre la place pour les poids lourds, avec donc une version un petit peu, considérablement réduite, et un manque à gagner évidemment pour le financement des infrastructures. Comment on fait pour compenser? L'idée était éventuellement de taxer les sociétés d'autoroutes. Il paraît que c'est impossible. Mais je ne vois pas pourquoi c'est impossible, et il y a même mieux à faire, puisque on pourrait renationaliser les sociétés d'autoroutes. Et nous avons d'ailleurs, il y a quelques jours, dans notre niche parlementaire, provoqué un débat sur cette question. Et tout le monde nous a dit c'est une très bonne idée, parce que la privatisation est une erreur. Et aujourd'hui, il y a une rente autoroutière qui alimente les caisses d'actionnaires privés. Et tout le monde nous dit on ne peut pas le faire, parce que ça coûterait de l'argent à l'État de renationaliser les sociétés d'autoroutes. Vous dites quoi? Eh bien, nous disons qu'au contraire, ce serait un investissement de le faire, puisqu'on aurait un retour sur cet investissement, puisque la rente autoroutière, au lieu de continuer à aller dans les mains des actionnaires privés, eh bien, reviendrait dans le giron de l'État et pourrait justement servir à financer des infrastructures nouvelles pour les transports. Que l'État réinvestisse en quelque sorte les sociétés d'autoroutes. Oui, absolument, parce que la privatisation qui a été voulue par Nicolas Sarkozy a été un gâchis pour le pays. L'essentiel des infrastructures autoroutières sont amorties et aujourd'hui, les autoroutes, ça rapporte. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été privatisé et nous trouvons que c'est anormal. C'est l'État qui a fait l'investissement de départ. C'est à lui aujourd'hui, avec cet argent-là, de continuer à développer le réseau. C'est l'idée aussi qu'on prête à Ségolène Royal. Là, vous lui dites, il faut y aller. Oui, moi, si elle va dans ce sens-là, et notamment de travailler à récupérer de l'argent sur les sociétés autoroutières, elle a raison de le faire. Alors, vous parliez des investissements d'avenir. Alors, peut-être dans le cadre européen, puisqu'on va maintenant évoquer la politique européenne que François Hollande entend réorienter à l'occasion de l'installation bientôt d'une nouvelle commission à Bruxelles. Avant donc les questions de Pierre Glachand de l'agence France-Presse, voyons sur quel curseur voudrait jouer le président français, qui s'est d'abord tourné vers les chefs d'État et de gouvernement de centre-gauche. Pauline Dame. Une offensive sur le front européen. Sonné par les résultats des élections de mai dernier, François Hollande propose un agenda pour réorienter l'Europe. Première priorité, la croissance. Déjà samedi dernier, il défendait ce maître mot aux côtés des 8 chefs d'État sociaux-démocrates réunis à Paris. Une gauche européenne unie pour demander à Bruxelles d'assouplir le pacte de stabilité. Les priorités que nous avons retenues, c'est d'abord la croissance et l'emploi en utilisant toutes les marges, toutes les souplesses de ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance. Car pour François Hollande et ses amis socialistes, plus de souplesse, c'est ralentir la marche forcée vers la réduction des déficits budgétaires, les fameux 3%, en faisant sortir par exemple du déficit les dépenses d'investissement. Pour ce député PS, la force de frappe de cette gauche modérée crée un terrain favorable.
On a la chance d'avoir encore une fois l'Italie avec nous. On a la chance d'avoir les sociodémocrates allemands avec nous. On a la chance d'avoir le groupe socialiste au Parlement européen qui est sur cette ligne politique, ce qui n'était pas une évidence. Et donc, oui, on a les éléments, le rapport de force aujourd'hui pour foncer et pour le faire. Une fausse piste et même un fantasme pour Jean Bizet, qui estime que François Hollande ne prend la tête que d'une coalition de centre-gauche faible face à l'Allemagne, avec un vice-chancelier allemand, Sigmar Gabriel, régulièrement contredit par Angela Merkel. En France, ce n'est pas des soutiens, c'est de la défiance de son aile gauche, qui est de plus en plus brillante. En Italie, Matteo Renzi souffle le chaud et le froid, mais il est entre guillemets rattrapé par ses 2000 milliards de dettes. Et tant que à M. Sigmar Gabriel et au SPD, je vous renvoie aux déclarations régulières tant de la chancelière que du ministre des Finances. Et dès que l'un ou l'autre parle, M. Sigmar Gabriel se tait. Voilà un petit peu tous ses soutiens. Jeudi et vendredi se tiendra le sommet européen, un sommet qui pourrait accoucher du nom du prochain président de la Commission européenne et de sa feuille de route. Si Juncker est élu, il devra choisir entre l'austérité de Mme Merkel ou le pragmatisme des sociodémocrates en faveur de la relance. Voilà, donc cette initiative du chef de l'État français pose bien des questions. Pierre Glachan nous a rejoint, journaliste à l'AFP. Vos questions à Pierre Laurent. Monsieur Laurent, bonsoir. Alors cette Europe réorientée sous l'impulsion de François Hollande, vous y croyez ? Écoutez, la réorientation de l'Europe, elle est absolument nécessaire. Moi, je plaide pour ça depuis des années. Malheureusement, François Hollande a raté le coche après son élection. Il avait dit qu'il renégocierait le pacte budgétaire, il ne l'a pas fait. Donc on s'est mis sous les fourches caudines de la Commission européenne et d'Angela Merkel. Et aujourd'hui, il nous dit « je vais réorienter l'Europe ». Et en même temps, il nous dit « je vais soutenir la candidature à la présidence de Jean-Claude Juncker, qui est le candidat de la droite à la présidence du Parlement européen ». Quand même, il propose un assouplissement des règles budgétaires, qui était une des demandes que vous avanciez depuis un certain nombre de temps, et aussi un plan d'investissement sur 5 ans pour financer des infrastructures, l'emploi des jeunes, autant de mesures qui devraient... oui, mais tout ça, pour le moment, c'est des paroles, parce qu'à chaque fois qu'il faut passer... Non, mais à chaque fois qu'il faut passer à des actes concrets, moi je constate que ces bonnes paroles ne vont pas au bout. Si elles vont au bout, je vais les soutenir. Mais par exemple, quand au Parlement européen, il y a quelques semaines, on discute le 4e paquet ferroviaire, c'est-à-dire une nouvelle vague de déréglementation du transport ferroviaire. Que font les députés socialistes européens? Ils ont voté pour. Les seuls qui ont voté contre, c'est les députés du Front de gauche et de la gauche unitaire européenne, le groupe dans lequel nous sommes au Parlement européen. Donc qu'on passe aux actes. Moi, je veux bien entendre toutes les paroles sur la réorientation de l'Europe, je dis qu'on passe aux actes et que le gouvernement cesse de bavarder sur le sujet, mais qu'il agisse, ce qui veut dire entrer en confrontation avec public, avec les orientations d'Angela Merkel. Cette fois-ci, François Hollande n'est pas seul quand même. Il a plusieurs chefs d'État et de gouvernement sociodémocrates derrière lui. Et il y a eu une convergence autour de ce thème lors de la réunion de samedi dernier. Je rappelle quand même que beaucoup de gouvernements en Europe sont des gouvernements de coalition. Par exemple, j'entends dire les sociodémocrates allemands sont avec nous. Je rappelle qu'ils sont dans un gouvernement de coalition avec Angela Merkel. Donc, qui n'a pas du tout l'intention de relâcher l'effort. S'il y a une garantie dans le Parlement européen, c'est plutôt le groupe de la gauche unitaire européenne qui vient, celui dans lequel nous sommes, qui vient de fortement se renforcer, qui compte maintenant 52 députés et qui va être un groupe extrêmement utile pour mener cette bataille. Nous, à chaque fois qu'il y aura une occasion dans le Parlement européen d'obtenir une directive plus sociale, d'obtenir une réorientation, nous allons la saisir. Mais je le répète, il faut que sur ces sujets, on passe aux actes. Vous pourriez-vous passer un petit mot d'encouragement ? Vous pourriez-vous passer un mot d'encouragement? Mais je n'arrête pas. J'ai dit depuis... Vous continuez de le taper dessus, là. Non, je dis qu'il faut qu'on passe des bonnes intentions à des actes concrets. Voilà ce que je dis. Si vous voulez un mot d'encouragement, c'est un mot d'encouragement plein d'exigences. Une expectative prudente, oui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et les chefs d'État et de gouvernement, également sociodémocrates, samedi dernier, se sont prononcés en faveur de M. Jean-Claude Juncker, qui est pourtant issu de la droite, modérée, pour la présidence de la Commission européenne. Alors comment réagissez-vous à cela ?
Écoutez, malheureusement, je crois qu'on se dirige à nouveau, mais bon, c'est la réalité du Parlement européen qui a été élu aussi. Hein, mais, oui, c'est quand même, c'est la logique démocratique, là. Oui, mais il y a eu des élections, effectivement. Le groupe le plus important du Parlement européen, c'est le groupe de M. Juncker, le groupe de la droite. Il n'a pas de majorité, ce groupe, à lui seul dans le Parlement européen. Donc il y a une discussion, et ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on assiste à une sorte, à nouveau, de grande coalition à l'échelle européenne qui se fasse sur le dos, justement, de l'exigence de réorientation de la construction européenne. Donc c'est pour ça que je dis, j'attends de voir des choses concrètes. Par exemple, il y a sur la table une proposition qui est portée par la Confédération européenne des syndicats, un plan d'investissement européen pour l'emploi à hauteur de 2% du PIB européen. Est-ce que François Hollande soutient clairement cette proposition et est décidé à la mettre en œuvre en France et dans le reste de l'Europe? Voilà des questions concrètes. Est-ce qu'on va remettre en cause la directive des travailleurs détachés qui a été à peine toilettée et qui continue de permettre le dumping social en Europe? Voilà des questions concrètes sur lesquelles moi j'attends des actes, pas seulement des belles paroles. Très bien. Alors en France, le débat a commencé à l'Assemblée nationale sur le budget rectificatif et les frondeurs, ce qu'on appelle les frondeurs du PS, ont l'intention de présenter une quinzaine d'amendements. Quelle va être votre position à l'égard de ces amendements? Mais ces amendements, nous les examinons un par un. À chaque fois qu'ils vont dans le sens de la réorientation vers la justice fiscale, nous sommes prêts à les soutenir. Vous savez que nous sommes totalement opposés à la logique du plan d'austérité qui est proposé, avec d'un côté 40 milliards d'allègements fiscaux pour les entreprises, pas de contrepartie, et on fait payer ça par 40 à 50 milliards de coupes budgétaires qui vont déprimer encore l'activité. Donc nous sommes opposés à cette logique. Maintenant, à chaque fois qu'il sera possible d'arracher une partie de ces milliards qui vont uniquement nourrir la croissance financière pour les remettre du côté du social, nous soutiendrons. Par exemple, il est proposé de mettre fin à la mesure qui est envisagée par le gouvernement de gel des prestations sociales, de gel des allocations logement, c'est-à-dire des amputations très importantes du pouvoir d'achat des ménages, eh bien, s'il est possible de remettre en cause ces mesures, nous soutiendrons ces amendements. On n'ose plus vous opposer les arguments de la Cour des comptes, hein, sur mais non, mais sur écoutez, les déficits, on voit bien... les 2000 milliards de dettes, etc. Mais le problème, c'est que pour traiter ces problèmes-là, est-ce que la politique d'austérité nous sort de la difficulté ou est-ce qu'elle aggrave la difficulté? Ce qu'on constate en Europe partout, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est obligé de parler de réorientation de la construction européenne, c'est que partout on a fait des politiques d'austérité, on les a fait en même temps. Résultat, eh bien, on a déprimé l'activité dans toute la zone européenne, parce que je rappelle que l'essentiel des échanges économiques, nous les avons entre pays européens. Donc quand on fait l'austérité partout, tout le monde s'enfonce en même temps et on a un chômage qui explose. C'est pourtant assez simple à comprendre et c'est pour ça que beaucoup de voix s'élèvent dans le monde économique, dans le monde syndical, dans le monde politique, singulièrement à gauche, pour dire arrêtons avec ces politiques qui sont en train d'assassiner le développement de l'activité et l'emploi en Europe. Pensez-vous parvenir à mettre le gouvernement en minorité lors des débats sur le budget rectificatif? Écoutez, Pensez-vous que le gouvernement aura recours au 49.3? J'espère qu'il n'aura pas recours au 49.3 parce que ce serait quand même un comble de voir un gouvernement qui se prétend de gauche utiliser le 49.3 contre une majorité de gauche. Il peut aussi utiliser des procédures comme le vote bloqué. Je rappelle malheureusement qu'il l'a fait l'année dernière, ici même au Sénat, dans le débat sur l'ANI. Donc il peut avoir recours à cette tentation. Moi, si j'ai un conseil à lui donner, c'est respecter le débat parlementaire. On voit bien que maintenant, la contestation des orientations d'austérité actuelles, elle a gagné toutes les familles de la majorité. Les écologistes, les socialistes et nous-mêmes, les communistes et le Front de gauche. Donc il y a des exigences qui s'expriment, pas toutes exactement les mêmes, pas toutes convergentes, mais qui viennent de toutes les familles de la majorité. C'est donc qu'il y a bien un problème avec les choix actuels. Il vous a entendu, Manuel Valls? Non, pour le moment, il ne nous entend pas. Il a multiplié le cap. Les gestes fiscaux, il les a multipliés, notamment pour les ménages les plus modestes. Non, il a fait un geste fiscal, après en avoir fait d'autres.
après que les gouvernements, le gouvernement précédent en ait fait d'autres dans le sens inverse, parce que ça n'efface pas l'augmentation de la TVA qui touche les plus modestes et qui a été mise en œuvre au 1er janvier de cette année, et d'autres mesures fiscales. Donc quand on fait la balance, on est très loin du compte et on est encore dans un système d'une très grande injustice fiscale. On vient de voir récemment que les chiffres de rendement de l'ISF allaient être supérieurs à ce qu'on avait prévu. Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui continuent de se mettre quand même beaucoup d'argent dans les poches. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'exilés fiscaux qui rentrent. Ça, c'est l'action de Bercy. Oui, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'exilés fiscaux. Oui, et d'ailleurs, les rapports officiels le montrent, c'est que les systèmes qu'on a créés, entre la fraude fiscale déclarée et l'optimisation fiscale, comme on dit, c'est-à-dire une bonne manière quand on a beaucoup d'avocats qui se fiscalisent autour de soi, une bonne manière d'utiliser les lois qui fait qu'au bout du compte, alors qu'on a beaucoup de revenus, beaucoup de fortunes, beaucoup de capitaux, on paye très peu d'impôts. Eh bien, nous sommes dans cette situation où il y a cette situation d'inégalité fiscale. Quand Jean-Marc Ayrault avait dit je veux remettre à plat le système fiscal, moi j'avais dit chiche, travaillons à cela. Ben, pour le moment, on en est très loin. Vous le regrettez ? Enfin, je veux dire l'ancien Premier ministre. Non, mais je n'ai pas à regretter l'ancien Premier ministre. Je ne l'ai pas nommé moi-même et ce n'est pas moi qui ai décidé de le changer. Et j'ai toujours dit que ce n'était pas une question d'homme, c'était une question de politique. Comment se présente cette convergence rouge-rose-vert à laquelle vous aspirez ? Je vois que concrètement, sur des sujets précis, elle est en train de voir le jour. Moi, j'ai participé à l'invitation de différents courants socialistes à des débats publics ces dernières semaines. J'ai répondu positivement à l'invitation des écologistes à discuter des nouveaux objectifs d'une politique alternative aux politiques d'austérité actuelles. On voit que le dialogue est en train de se nouer. Et pour moi, c'est la priorité des priorités maintenant. Parce que le Premier ministre dit la gauche va mourir. Moi, je dis si on ne veut pas qu'elle meure, eh bien, il faut se mettre au travail, mais sur une politique qui ne soit pas la politique gouvernementale. Parce que c'est ça le problème. Que pensez-vous de Manuel Valls ? C'est quelqu'un de très volontaire, mais je suis en désaccord assez profond avec l'orientation politique qui est la sienne. Lui, depuis longtemps d'ailleurs, hein, c'est pas une chose nouvelle. Manuel Valls a été dans le Parti socialiste celui qui a prôné une voie similaire à celle qu'on a connue avec Tony Blair en Grande-Bretagne, avec Schröder en Allemagne, et il le revendiquait haut et fort. Il a même proposé à une époque que le Parti socialiste qui ont fait leurs preuves. Qui ont fait leurs preuves. En Allemagne, sur le plan économique. Écoutez, non, qui n'ont pas fait leurs preuves au plan économique, qui ont développé une très grande précarité dans ces pays. On oublie de dire en Allemagne qu'il y a une très grande précarité de l'emploi qui se développe. Et on a une situation qui, à mon avis, n'est pas souhaitable pour le reste de l'Europe, c'est-à-dire un pays qui domine autour de lui, qui se sert des pays limitrophes comme des bases arrières pour faire travailler des gens à bas coût au profit de l'industrie allemande. C'est vraiment pas le modèle dont je rêve pour la France. Dans tous les cas, vous avez cité le Premier ministre qui se demande si la gauche peut mourir. Eh bien, on va voir, on va se poser la question, dans ce cas-là, que deviendrait le Parti communiste? Regardez, avant d'accueillir Perrine Tarnot, et on dit merci à Pierre Glachan, ce reportage de Samir Dechir à Bobigny. Bastion communiste pendant près d'un siècle, Bobigny fait partie des défaites les plus symboliques du parti aux dernières municipales. Catherine Page, qui avait fait alliance avec les socialistes, a cédé son fauteuil à un maire centriste. Beaucoup nous ont fait payer aussi une union que nous pensions vraiment utile et à laquelle les Balbiniens auraient été attachés, ou au niveau national les Français auraient été attachés. Ils nous ont fait payer le fait que nous étions aussi des soutiens pour eux de François Hollande. Une frontière entre les socialistes et le Parti communiste devenue trop floue pour les habitants. Je pense qu'il n'est pas vraiment, qu'il n'est pas assez dans une opposition franche et qu'il est plutôt dans une abstention tiède. Mais à la section locale du parti, pas question de céder à l'abattement. Élus et militants s'interrogent sur les causes de la défaite, souvent attribuées à la perte d'un maillage territorial très fort. Quand j'étais élue ou quand j'étais militante de mon quartier, etc., nous avions beaucoup de proximité avec les gens. Il y a 10 ans, on avait encore des secrétaires de cellules, on avait des trésoriers de cellules, et ça, on n'a pas décidé de plus l'avoir. Surtout, c'est la vie qui a fait que ça s'est arrêté. On a eu des camarades qui ont vieilli, qui en ont eu marre aussi. Et c'est vrai que pour nous, c'est une vraie difficulté maintenant, c'est qu'on se retrouve dans les quartiers avec très peu de gens qui ont envie. On a des militants, mais on a très peu de gens qui ont envie de prendre leur bâton de pèlerin, d'aller sonner, toquer aux portes de son voisin, vendre l'UMA. Renaud, 23 ans,
président s'est engagé dès le lycée, au moment de la bataille contre le CPE. Pour lui, le parti doit aussi moderniser son image. Je pense qu'aujourd'hui, au Parti communiste, on a besoin de réfléchir et de prendre le temps de se poser, de réfléchir et de se mettre à jour sur comment on communique, comment on s'exprime, comment on utilise Internet, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça représente dans la société et comment nous, en termes de parti politique, ça peut être des outils aussi extraordinaires de diffusion de nos idées. Car ces idées, pour l'instant, ne font plus le poids dans les urnes face au discours de l'extrême droite. Voilà donc pour ces questions que l'on se pose dans une section communiste, comme l'on dit, n'est-ce pas? Ce reportage de Samia Dechir est très instructif. C'est des bonnes questions. Ce sont des bonnes questions, vous les partagez. Perrine Ternot est avec nous. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel, bonsoir Pierre-Laurent. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous fait croire, Pierre-Laurent, qu'il y a encore une demande de gauche en France? Je le vois moi tous les jours sur le terrain. Moi quand je vais à la rencontre des citoyens et que je leur demande comment ils imaginent la société de demain, ils aspirent à une société d'égalité, de justice, de progrès social, de fraternité. Parfois ils doutent que ce soit possible parce que la mondialisation avec ses logiques de concurrence semble s'être imposée de manière très forte et donc il y a un doute effectivement sur la possibilité de l'obtenir. Mais ça ne veut pas dire... Et c'est ce doute qu'on retrouve dans les urnes, puisque les résultats de la gauche sont quand même pas à la hauteur de cette espérance. Oui, mais on le retrouve pour des raisons précises aussi. C'est que des gouvernements... et singulièrement celui-là, qui se sont réclamés de la gauche, qui sont venus au pouvoir avec des engagements, les ont jetés aux orties à peine arrivés aux affaires. Et mais effectivement, vous ne bénéficiez pas dans les urnes d'une alternative à gauche? Non, parce que pas encore, je dirais, parce que nous avons commencé ce travail. Mais effectivement, ça demande beaucoup de conviction, beaucoup de patience, de persévérance. Ça demande aussi, on a vu des questions dans votre reportage, de repenser aussi nos pratiques politiques pour être mieux compris. Mais écoutez, vous savez, vous avez parlé de Bobigny. En Ile-de-France, pour ne prendre cet exemple, il y avait 48 villes qui étaient dirigées par des communistes avant les élections municipales. Il y en a 40 aujourd'hui. Après les élections municipales. Donc on en a perdu 8, on a gagné 6. On en a gagné 2, pardon. Donc on en a perdu 6 au total. Il y en avait, bon. Donc voilà, c'est une situation... Moi, je ne mésestime pas ces difficultés, mais il y a quand même encore dans beaucoup d'endroits des gens qui apprécient les efforts que nous déployons. Vous dites que le gouvernement a jeté ses idées aux orties, en cas où ses engagements. Vous dites que ce gouvernement ne peut plus prétendre de gauche? Mais je dis que la politique qu'il mène n'est pas une politique de gauche, n'est pas la politique de gauche attendue, effectivement, par les Français. Mais ça, les urnes le montrent. Les gens, c'est les gens de gauche qui se détournent des urnes et qui s'abstiennent, d'ailleurs, dans leur majorité, parce qu'ils ne trouvent pas de réponse non plus ailleurs. Ils s'abstiennent parce qu'ils souhaitent, effectivement, le retour à des valeurs de gauche. Jean-Claude Mailly, le leader de Force ouvrière qui était à votre place la semaine dernière sur ce plateau, nous a dit que François Hollande menait exactement la même politique économique que Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'est vrai que les fondamentaux de la politique n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'il y a 2 dogmes qui nous sont répétés en boucle, il y a 2 problèmes, soi-disant, le coût du travail et la compétitivité, mais conçue comme étant gagné contre les salaires, contre les salariés. Et nous pensons que c'est une erreur économique. Effectivement, on fait comme si il y avait une seule pensée économique et qu'elle s'imposait à tout le monde. Non, on a le choix d'une autre politique économique qui parie sur plus de justice sociale, plus d'investissement dans la qualité de l'emploi, donc dans les salaires, plus de formation, et qui cesse de privilégier les niveaux de rentabilité des entreprises. Donc vous regrettez d'avoir voté François Hollande au 2e tour de l'élection présidentielle en 2012? Non, parce que je pense que la politique de Nicolas Sarkozy aurait continué à s'aggraver. Et elle aurait été probablement, comme l'avait montré l'entre-deux tours présidentiel, elle se serait encore radicalisée comme elle avait commencé à le faire. Donc je n'avais rien à gagner à maintenir Nicolas Sarkozy au pouvoir. Et j'ai fait un choix, effectivement, avec mes camarades, d'essayer de porter une alternative de gauche. François Hollande la déçoit.
ça jette beaucoup de gens dans le désarroi et nous avons à reconstruire une alternative de gauche. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire c'est ce que vous dans avez le tout à l'heure, dialogue avec des sociétés. Mais quelle forme et quelle concrétisation exactement ça va prendre cette alliance? Il faut que nous travaillions ensemble. D'abord, il y a des mobilisations sociales. Il faut que nous soyons au travail avec ces mobilisations sociales et avec des Verts, avec les Verts, avec les socialistes. Nous devons travailler un nouveau programme de gouvernement, un nouveau programme de gauche. Concrètement? Mais ça commence. Par exemple, nous avons répondu positivement à Europe Écologie Les Verts, qui s'est adressé à toute une série de formations politiques, pour leur dire on veut travailler sur 3 sujets. La démocratie, la transition écologique, la question de l'emploi. Alors le travail, ça commence quand? Demain, nous allons rencontrer les Verts avec le Front de gauche. Nous allons commencer ce travail. Je sais que les Verts veulent mener ce dialogue avec d'autres formations de la gauche. Nous allons nous mettre au travail avec eux. Et nous allons le faire avec des socialistes. J'ai dit tout à l'heure, j'ai participé à plusieurs rencontres avec eux. Il y a la volonté de poursuivre ce dialogue dans la durée. Parce qu'il y a quand même des divergences de fond importantes entre vous et les Verts. Par exemple, je pense au nucléaire, la transition énergétique est le dossier important aux yeux des écologistes aujourd'hui en France. Oui, mais nous en parlons très sereinement avec Emmanuel Cos. Ça n'empêche pas notre dialogue, parce que nous avons une ambition de transition écologique qui, je crois, est convergente. Et nous avons un débat sur la manière de conduire cette transition écologique. Nous sommes d'accord, par exemple, sur la montée en charge très forte des énergies renouvelables. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faudrait développer le transport ferroviaire pour... Et vous êtes d'accord sur les cotaxes aussi ? Sur les cotaxes, je pense que sur l'objectif qui consiste à réorienter, parce que c'est ça qu'il y a derrière ce débat, et plus généralement la fiscalité environnementale, à réorienter une partie du trafic routier, notamment du trafic routier marchandises, vers des formes de transport plus doux, plus écologiques, oui, nous sommes d'accord. Sur les moyens d'y parvenir, et notamment sur la fiscalité, effectivement, nous avons des débats, nous ne sommes pas toujours d'accord. Donc ça, c'est un dialogue avec une partie des Verts, mais je lisais ce week-end que Jean-Vincent Placé, lui, il appelle au dialogue avec le centre. Il déplore qu'à gauche, et je le cite, on cède au repli et à la division, alors que le paysage politique est dévasté. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à Jean-Vincent Placé ? Tout ça, ça fait partie de la discussion. Effectivement, j'ai vu que l'invitation d'Emmanuel Cos était adressée, y compris au MoDem. J'ai dit à Emmanuel Cos que je ne comprenais pas pourquoi. Mais ça, elle choisit de faire ce type d'invitation. Non, mais vous savez, ce qui importe, c'est qu'on ait la volonté de travailler dans la même direction. Et je crois que, sincèrement, il y a maintenant un ensemble de forces à gauche. Donc du MoDem jusqu'au Parti communiste. Non, avec le MoDem, non, parce que le MoDem est une formation, c'est pour ça que je ne comprends pas cette invitation, qui dit qu'il faut graver dans le marbre, graver dans le marbre la politique de lutte contre les déficits telle qu'elle est menée aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi on mènerait cette discussion alors qu'on dit qu'il faut justement s'en écarter parce qu'elle est en train d'échouer. Vous voulez mener ces négociations, donc elles commencent pour construire une nouvelle force de gauche, si je vous comprends bien, mais en fait... Non, un projet, d'accord. Un projet des forces diverses vont se rassembler. Avec ces passerelles entre ces différentes forces. Mais en fait, en faisant ça, vous ne faites que participer à l'éclatement de la gauche. Et qui en profite aujourd'hui ? Vous le savez bien, c'est l'extrême droite, c'est Marine Le Pen. Ce qui a divisé la gauche aujourd'hui, c'est le fait que c'est la politique gouvernementale actuelle. C'est que cette politique gouvernementale, au lieu de respecter des fondamentaux de gauche... Oui, c'est de la faute de François Hollande. François Hollande a fait un choix politique au lendemain de l'élection présidentielle et a fait un choix de politique économique qui a conduit à la division de la gauche et au désastre politique qu'on vient de connaître. Vous ne vous sentez tenu par aucun devoir de responsabilité et même de loyauté vis-à-vis même de cette gauche que vous condamnez, sachant que votre action ne fait que favoriser l'extrême droite ? Un devoir de responsabilité, non seulement je m'en sens comptable, mais c'est ce qui me préoccupe tous les jours. C'est que moi, je ne veux pas créer une situation et je n'accepterai pas une situation qui va conduire effectivement à laisser la droite et l'extrême droite s'expliquer entre eux au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais si on croit que pour résoudre ce problème, il faut faire un appel à la discipline derrière Manuel Valls, eh bien, moi je dis c'est une grave erreur. Parce que c'est précisément cette politique, cette orientation politique qui empêche la gauche de rassembler. Donc la gauche ne pourra pas se rassembler sur la politique gouvernementale actuelle. Et puisque François Hollande et Manuel Valls ne veulent pas l'entendre, eh bien il faut travailler un rassemblement avec tous ceux qui pensent que c'est autrement et sur d'autres objectifs que nous pouvons nous rassembler. Et je pense que ce travail est en train de s'engager. Donc si on vous écoute bien, en 2017, si François Hollande est candidat, s'il arrive au deuxième tour de la présidentielle, vous
ne le soutiendrait pas alors au deuxième François Hollande, sur la même politique. D'abord, on est très loin de 2017, donc on va commencer par travailler sérieusement sur les objectifs. Et lui-même dit, si j'ai pas fait reculer le chômage, je sais même pas si je serais candidat à la présidence. Donc on n'en est pas là. Voilà. On n'en est pas à 2017. Mais quand même, aujourd'hui, Pierre Laurent, vous êtes en négociation avec le Parti socialiste pour les sénatoriales, pour éventuellement faire des listes communes dans certains départements. Mais toujours, mais là, c'est un peu contradictoire avec votre discours. Écoutez, moi, en aucun cas, pas plus dans les élections sénatoriales que dans l'élection présidentielle, je pense que laisser la droite prendre le pouvoir va résoudre les problèmes de la France. Surtout quand j'écoute les dirigeants de droite et quand je vois la situation de l'UMP et quand je vois des passerelles se créer entre le Front National et certains secteurs de la droite. Donc le fait que de toute façon je travaille à essayer de maintenir des positions majoritaires à gauche est logique, mais ça ne m'empêche pas de dire que pour y parvenir, il faut mener un débat de ligne politique, un débat de cap, un débat de choix. Donc j'essaye de manier les deux choses en même temps et je ne me sens absolument pas contradictoire en essayant de le faire. Il s'agit d'éviter que le Sénat rebascule à droite en septembre. C'est un vrai risque selon absolument. vous ? Moi j'ai deux objectifs pour les élections sénatoriales. Essayer que le Sénat ne rebascule pas à droite et maintenir dans la majorité au Sénat un groupe communiste du niveau qui est celui qu'il a aujourd'hui, donc une vingtaine de sénateurs, sénatrices. Et tout le monde reconnaît que ce groupe joue un rôle extrêmement utile. Tout le monde le reconnaît dans l'hémicycle et tout le monde le reconnaît à l'extérieur du Sénat, singulièrement les acteurs sociaux qui savent trouver dans notre activité un point d'appui solide. Donc je pense que tout le monde a intérêt à ça. Pierre Laurent, on a parlé tout à l'heure de Marine Le Pen qui n'arrive donc pas à faire un groupe au Parlement européen. Comment vous voyez cette chose ? Ça devrait faire réfléchir tous ceux qui ont cru qu'en utilisant le bulletin de vote de Marine Le Pen, ils allaient pouvoir se faire entendre. Marine Le Pen sera inutile au Parlement européen, elle fera partie des non-inscrits, elle va vociférer, mais sans aucune proposition. En revanche, il y a dans le Parlement européen un groupe, qui est le groupe de la gauche unitaire européenne, qui compte maintenant 52 députés, alors qu'il en comptait 35, qui s'est vu renforcé de manière très importante avec les progrès de Syriza en Grèce. Et donc votre voix va beaucoup plus porter que celle du Front National au Parlement européen. La gauche unitaire européenne va être un groupe qui va beaucoup compter. Et c'est sur celui-là que le monde du travail va pouvoir s'appuyer pour obtenir des législations sociales plus profitables. Une dernière question sur la réforme territoriale qui arrive au Sénat la semaine prochaine. Vous êtes opposé à ce projet du gouvernement. Pour vous, il faut laisser le millefeuille en l'état ? Moi, je conteste l'idée du millefeuille et si on veut pas, et en même temps, je suis pour des réformes, mais sûrement pas avec la méthode actuelle. Et une fois de plus, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire ? Au lieu de revenir devant les Français avec une réforme cohérente, on veut nous faire adopter un petit bout de projet au mois de juillet, avec uniquement la carte des régions et le changement de date des élections. Puis après, on nous fera parler à l'automne des compétences, et puis après, je ne sais pas quoi. Donc l'incohérence continue. En vérité, pourquoi ? Parce que le gouvernement ne veut pas afficher les objectifs vrais de cette réforme, qui va déliter le tissu démocratique et qui est fait pour piloter l'austérité. Donc nous voulons une vraie réforme démocratique des institutions. Vous allez déposer beaucoup d'amendements ici au Sénat ? On va déposer des amendements, on va continuer à réclamer surtout un référendum. On ne peut pas changer à ce point les institutions de la République sans consulter les Français. On est dans un sujet d'ordre constitutionnel. Il faut donc aller devant les Français et les faire se prononcer sur la réforme territoriale. On a peu parlé de Jean-Luc Mélenchon, hein, Perrine. J'allais finir sur lui. Ah oui, alors il y a un sondage. C'est le meilleur représentant de la gauche. Ça vous empêche Quand on vous voit, on pense un peu à Jean-Luc Mélenchon. Un sondage, ça veut dire que le Front de gauche s'est inscrit dans le paysage politique. Et lui, surtout, il est jugé meilleur représentant de la gauche. Vous êtes heureux de cela ? Mais moi, vous savez, c'est le témoignage que le travail qui a été mené depuis 4 ans par le Front de gauche est inscrit dans le paysage politique. Jean-Luc Mélenchon, quand même, après son 6,6% du score aux européennes, il est le plus accommodant avec vous ? Écoutez, je pense qu'au Front de gauche, en ce moment, on a entamé des discussions, tout le monde réfléchit. Il y a des choses qu'il faut changer dans le Front de gauche. Il y a des choses qu'il faut changer. Quoi ? Un mot. D'un mot, il faut dialoguer avec des forces disponibles hors du Front de gauche. Il faut être plus ouvert, plus rassembleur, plus fédérateur, comme le dit Jean-Luc Mélenchon.
Et il faut être plus collectif. Et il faut être plus bien. collectif parce que ça va se reconstruire autour d'un projet collectif. Oui, ça pas valait autour le coup. de telle ou telle Ça valait personne. le coup de citer Jean-Luc Mélenchon. Hein. Merci Perrine, merci Monsieur Laurent, très vite. À bientôt.